Un tel projet correspond à un changement de paradigme sociétal, dont le premier bénéficiaire sera la biodiversité marine. Les seconds bénéficiaires, ce seront les pêcheurs professionnels maritimes, qui verront leur rendement augmenter sensiblement à terme. Ils doivent s'en convaincre, comme sont convaincus leurs homologues américains. L'Association de défense des ressources marines s'intéresse en réalité à toute la vie aquatique. Concernant le saumon atlantique, l'ADRM a mis la main sur des rapports d'observation embarqués des captures accidentelles en mer, des rapports qui n'ont jamais été publiés par l'administration. Sur 16 marées observées en juin-juillet à bord de 3 navires de Cabreton, les scientifiques ont constaté une moyenne un peu supérieure à 3 salmonidés par marée et par navire, pris exclusivement au filet droit côtier. Une règle de 3 aboutit à ce chiffre étonnant de 1320 saumons capturés par les navires de Cabreton chaque année. Ceci correspond très exactement à ce que les pêcheurs de Cabreton ont déclaré à l'administration dans une lettre confidentielle d'août 2013, photos et vidéos à l'appui, lettre dans laquelle ils réclament le droit de commercialiser ces saumons si nombreux dans leur filet. Ceci correspond aussi très exactement à la rumeur qui circule, à savoir de 150 à 200 saumons par saison et par navire de Cabreton. Au sud de l'estuaire de l'Adour, c'est-à-dire à l'opposé de l'origine nordique des grands migrateurs, la moyenne chute sensiblement, mais reste quand même de l'ordre de 20 saumons par an. En 2014, sous la pression des pêcheurs estuariens, c'est le président du comité régional des pêches maritimes qui a dû confirmer l'ampleur de ces captures de saumon lors d'une réunion du groupe technique saumon du COGEPO Mi-Adour. En réalité, l'estimation ne s'arrête pas là. Dès 2011, selon l'Ifremer, il y avait au moins 33 navires qui pêchent au ras de la côte aussi souvent que possible, de sorte que l'estimation dépasse déjà 4000 saumons. Ce chiffre de 4000 saumons est encore en deçà de la réalité. Effectivement, les mois de mai et d'août sont au moins aussi favorables que les mois de juin et juillet pour la migration du saumon. Par ailleurs, il faut tenir compte des captures accidentelles des autres métiers de la pêche, les chaluts, les seineurs, les bolincheurs, mais aussi ne pas oublier les captures accidentelles des centaines de filets fixes des amateurs, soit posés à partir d'embarcations, soit posés à pied par des amateurs sur l'estran, landais et médocains. De grosses femelles sont ainsi capturées, malheureusement, souvent en plein hiver, comme cette femelle de 8,2 kg mi-février 2019, ou bien ce poisson de 12,5 kg un peu plus tard en saison. Finalement, en tenant compte de toutes les captures, soi-disant accidentelles en mer et officielles en rivière, avec celles des estuariens de l'Adour, puis les pêcheurs professionnels en amont du pont d'Urt, et enfin les prises plus modestes des pêcheurs amateurs sur le Gave de Laurent, et en confrontant ces chiffres avec les comptages vidéo, on estime qu'il y a au moins 66% des saumons qui sont capturés avant d'arriver sur les frayères. Moins d'un tiers des géniteurs arrivent à destination. Dans ces conditions, les limites de conservation établies en 1999 n'ont jamais été atteintes et ne le seront jamais. Les quantités d'œufs de saumon, figurées dans ce schéma en orange, n'ont jamais dépassé la moitié du seuil minimal qu'il aurait fallu atteindre dans les années 2000, figuré ici en vert. De plus, ce seuil minimal n'a cessé d'augmenter en parallèle avec l'augmentation des frayères que l'on a reconquis laborieusement à coût de millions d'euros d'argent public. Le stock de saumon peut s'effondrer d'une année à l'autre. L'ampleur des captures accidentelles à la côte ne doit pas surprendre. D'une part, les géologues ont facilement montré que l'Adour est une rivière vagabonde, qui au cours du Quaternaire a très souvent changé d'embouchure le long d'une centaine de kilomètres de la côte aquitaine jusqu'à Contis. Les saumons ont dû s'adapter et être eux-mêmes vagabonds. À chaque retour océanique, ils accostent de façon diffuse et longent la côte en explorant chaque arrivée d'eau à la recherche de leur estuaire mobile. Très logiquement, cette exploration de la part des saumons se fait au ras de la côte, là où la dilution des masses d'eau est la plus faible, et juste sous la surface, là où la présence de l'eau douce est la plus importante, puisqu'elle est plus légère que l'eau salée. Tous les scientifiques ont donc démontré sans ambiguïté que les saumons migrateurs sur le retour longent la côte et le font sous la surface, encore plus près la nuit, dans les 5 premiers mètres d'eau. Les pêcheurs professionnels l'observent depuis des décennies avec les filets droits côtiers, qui sont posés au ras de la côte dans des fonds aussi faibles que 10 ou 20 mètres d'eau, et qui barrent toute la colonne d'eau depuis le fond de la mer jusqu'à la surface. Ces filets droits sont l'arme idéale pour intercepter les saumons sur
leur retour migratoire. Pour aggraver le tout, la densité des filets côtiers ne cesse d'augmenter, au point qu'il devient problématique pour les professionnels de trouver un endroit libre pour poser leurs engins. Déjà en 2011, Ifremer affirmait que chacun des 33 navires côtiers déroulait à l'époque 10 à 12 km de filets par jour, soit un total de 360 km pour une côte de 120 km de long. Aujourd'hui, certains bateaux, poussés par la raréfaction de la ressource et autorisés par la loi, peuvent dérouler jusqu'à 50 km de filets, parfois bien plus que ceux qu'ils sont capables de récupérer avant que le poisson n'y pourrisse. Dans ces conditions, comment les saumons, truites de mer, aloses et hypothétiques esturgeons pourraient-ils regagner leur rivière natale alors que l'accès leur est entravé par d'innombrables filets disposés en tous sens le long de la côte? Certains saumons surpuissants arriveraient à se dégager des mailles des filets, mais vous le constatez, au prix de blessures terribles. En laissant proliférer les filets droits côtiers dans la bande des 2000, l'État français sait parfaitement que de très nombreux salmonidés sont détruits chaque année. Officiellement, il se contente d'ordonner mollement de rejeter ces poissons, même morts, à la mer. Pourtant, en autorisant ou en laissant faire à ces pêcheurs à pêcher exactement comme il le faut et où il le faut pour intercepter les migrateurs, l'État est le seul responsable de cette hécatombe de saumons et d'aloses. Dans le même temps, en avril 2017, l'État français déclare à l'Organisation intergouvernementale de la protection du saumon atlantique que le saumon des Pyrénées pourrait être menacé d'extinction à court terme. Et il ment en prétendant ne pas connaître l'ampleur des captures accidentelles, arguant qu'elle serait de l'ordre de 1% des captures totales d'un lot de 5 navires et promettant une hypothétique étude à venir sur cette question. Alors que des rapports scientifiques d'observation embarquées ont été faits mais jamais publiés. Il ment par ailleurs sur d'autres déclarations à la NASCO. La NASCO n'est pas dupe de la mauvaise foi de l'État français, ni de ses rapports laconiques et sibyllins. Et pendant qu'elle s'interroge sur la disparition massive des saumons en mer, il se pourrait bien que chez nous, en Nouvelle-Aquitaine, une partie significative de nos saumons disparaissent là, au ras de notre côte, sous nos yeux. Finalement, la France est défaillante sur 2 sujets. La pêcherie maritime des filets droits côtiers est une pêcherie mixte qui ne dit pas son nom et qui capture probablement la moitié du cheptel de saumon qui devrait rentrer dans l'Adour, mais aussi dans d'autres rivières françaises comme la Nivelle, la Bidassoa et Espagnole. Quant à la pêcherie des estuariens au filet dérivant dans l'Adour, c'est une pêche officielle qui cible une espèce sur un bassin hydrographique qui est en dessous de ses limites de conservation, ce qui bafoue le principe de précaution et la stratégie de la NASCO, mais pas seulement. En effet, il y a beaucoup plus grave. Ces 2 pêcheries constituent une perturbation significative, je cite, au titre de la directive Habitat, qui a institué dans l'Adour et ailleurs des aires Natura 2000 pour la protection spécifique de ces poissons migrateurs, notamment des saumons et des aloses. L'article 6 de cette directive Habitat de 1992 est violé depuis 2 années et de façon frontale. En réalité, il n'existe aucune dérogation de capture d'espèces d'intérêt communautaire au sein même d'une aire Natura 2000 dédiée à leur protection stricte. Nous en reparlerons forcément tôt ou tard devant la justice. En 2019, l'AVRM avait demandé l'ouverture d'une procédure à l'encontre de la France, ce que seule l'Union européenne peut faire, en la personne de la Commission. Nous venons d'apprendre qu'une procédure précontentieuse vient d'être ouverte. Nous rappelons aussi qu'à Dublin, en 2006, la totalité des ambassadeurs de tous les pays de l'hémisphère nord qui abritent du saumon atlantique s'étaient réunis et l'association NASF de Ori Vigfusson avait demandé et obtenu la fermeture d'une pêcherie de quelques 1000 filets dérivants qui pêchaient le long des côtes ouest de l'Irlande. Ironie de l'histoire, cette réunion avait été organisée à l'initiative de l'ambassadeur de France, à l'époque un certain Frédéric Grasset. En Nouvelle-Aquitaine, la DRM porte ce formidable projet de libérer la bande marine des 2000 de tous les engins non sélectifs et d'abord des filets maillants de façon à favoriser le retour des saumons et des aloses pour qu'enfin tous ces amphihalins, y compris les esturgeons, puissent regagner leur rivière. Mais l'intérêt de cette mesure ne s'arrête pas là. Elle va aussi doper la biodiversité puisqu'on va enfin soulager les nourriceries
elle va diminuer les captures d'oiseaux marins et de tortues, elle va améliorer la sécurité des marins pêcheurs qui ne seront plus obligés d'aller sur le sable pour attraper un poisson avant son voisin, et elle va doper leur rendement de demain. Ce principe, qui est étendu jusqu'aux 6000 nautiques en mer, existe aux États-Unis sur les 2 façades maritimes depuis des années. Il existe aussi dans la majeure partie de la baie d'Auckland en Nouvelle-Zélande, en Norvège, où les filets droits côtiers sont un délit pénal. Au Canada, il est en cours d'introduction dans le Sussex britannique, à côté de chez nous. Aux USA, c'est le Texas qui est le premier à montrer la bonne voie grâce à une bande de 14 pêcheurs amateurs qui ont permis que les filets maillons soient exclus des eaux côtières au début des années 80 et finalement tous les filets à la fin des années 80. Le bien fondé de cette mesure est tellement rapide que l'initiative va se propager à tous les États côtiers américains et l'histoire de la Floride mérite d'être contée tellement elle est belle. En 1994, à l'initiative d'un marchand d'articles de pêche, ce sont 13 millions de Floridiens qui sont invités à participer à un référendum. 72% des votants commandent l'éloignement des filets droits côtiers des côtes de la Floride à 6000 côté Atlantique et 9000 côté Mexique. En fait, aujourd'hui, plus aucun professionnel ne penserait à revenir sur cette mesure, qui est géniale, tant elle a démontré qu'elle a permis l'explosion des ressources côtières. Un tel projet correspond à un changement de paradigme sociétal, dont le premier bénéficiaire sera la biodiversité marine. Les seconds bénéficiaires, ce seront les pêcheurs professionnels maritimes, qui verront leur rendement augmenter sensiblement à terme. Ils doivent s'en convaincre, comme sont convaincus leurs homologues américains. Ensuite, le troisième bénéficiaire sera la société tout entière. Mais comme c'est elle qui est responsable de cette situation historique, c'est elle qui doit prendre ses responsabilités et financer ce changement en indemnisant les pêcheurs côtiers pour leur permettre de supporter la période d'incertitude initiale à la mise en jachère de cette bande littorale avant de pouvoir en récolter les fruits à long terme.